Le 4 mars 2026, à 17 heures précises, dans une ville de la couronne nord d'Austin au Texas, le maire de Pflugerville signe une déclaration de catastrophe. En ce moment même, 64 193 abonnés à l'eau potable basculent dans une réalité que presque personne, hors des services techniques, ne comprend encore vraiment. Les robinets fonctionnent encore, les canalisations n'ont pas explosé dans les rues, les incendies n'embrassent pas les quartiers. Et pourtant, dans le langage froid d'un document administratif d'une seule page, la ville vient d'annoncer qu'elle se trouve devant une menace imminente pour son approvisionnement public en eau. Restriction d'urgence de niveau 3, applicable immédiatement. Usage intérieur uniquement. Amende pouvant atteindre 2 000 $ par infraction. Le lac Pflugerville, réservoir artificiel de 180 acres, est fermé à toute activité. Plus de pêche, plus de baignade, plus de bateaux. À première vue, cela ressemble à un banal épisode de gestion municipale. Une rupture de conduite, une mesure conservatoire, un incident local parmi 1000 autres. Mais ce que les scientifiques, les ingénieurs et les opérateurs du système ont trouvé derrière la courbe de baisse du lac raconte autre chose. Ce n'est pas une simple restriction, c'est un compte à rebours. Le détail essentiel est presque invisible. Il est noyé dans la prose légale, entre les références au code local du Texas et les formules de procédure. Pourtant, la phrase est d'une brutalité absolue. Les projections montrent que le niveau du lac pourrait tomber sous l'élévation de la prise d'eau brute de la ville au plus tard le 18 avril 2026. 45 jours. 45 jours entre la signature du maire et le seuil physique à partir duquel la ville ne peut plus aspirer l'eau nécessaire pour alimenter le traitement, la distribution, la santé publique, l'assainissement et la lutte contre l'incendie. Ce n'est pas une formule abstraite. Une prise d'eau fonctionne à une cote fixe. Tant que la surface du plan d'eau se trouve au-dessus, le système aspire. Quand la surface passe en dessous, la gravité, l'hydraulique, la mécanique et la géométrie imposent leur verdict. La conduite n'aspire plus, l'usine tourne à vide, la ville frappe une ligne dans l'eau, puis s'arrête. Pour comprendre la violence silencieuse de cette menace, il faut regarder non pas la ville en surface, mais son anatomie cachée. Comme une faille tectonique sous une métropole, le danger n'est pas visible depuis les trottoirs. Il est enfoui dans une chaîne technique dont chaque maillon dépend du précédent. L'eau brute est pompée depuis le bas Colorado River, dans le système géré par la Lower Colorado River Authority. Elle transite par une conduite principale jusqu'au lac Pflugerville, qui sert de réservoir tampon. Depuis ce lac, une prise d'eau fixe envoie l'eau vers l'usine de traitement. L'eau traitée est ensuite injectée dans le réseau de distribution qui alimente maisons, écoles, hôpitaux, commerces, bouches d'incendie. Rivières, conduites, lacs, prises d'eau, usines, réseaux. Si un seul de ces points casse, tout ce qui se trouve en aval devient vulnérable. Voilà la vraie carte du risque, pas une carte politique, une carte de dépendance. Et c'est ici que l'histoire devient inquiétante, presque clinique dans sa logique. Le système de Pflugerville n'est pas tombé au bord du gouffre parce que le Texas manquerait soudainement d'eau. Le 1er mars 2026, le stockage géré des Highland Lakes est annoncé autour de 84% de capacité. Le bassin n'est pas en train de mourir de sécheresse. L'urgence n'est pas hydrologique au sens climatique du terme, elle est infrastructurelle. La ville n'a pas manqué de ressources régionales, elle a manqué d'accès. Elle ne s'est pas retrouvée privée d'eau parce que le fleuve avait disparu. Elle s'est retrouvée menacée parce que le chemin physique qui amenait cette eau jusqu'à elle a été endommagé. Ce que les ingénieurs ont découvert, ce n'est pas une pénurie au sens large. C'est quelque chose de plus fragile encore. L'illusion de sécurité qu'offre un système à source unique tant qu'il n'est pas testé. La chronologie, elle, est implacable. En septembre 2025, un sous-traitant intervient près de Boggy Creek, à Austin, dans le cadre d'un projet présenté comme stratégique. La construction d'une nouvelle conduite secondaire d'eau brute, destinée précisément à ajouter de la redondance et de la résilience au système existant. On excave, on touche une plaque d'acier enterrée. La plaque cède au moment de son enlèvement. L'ancienne conduite active de 30 pouces, l'unique ligne qui transporte alors l'eau brute du Colorado River jusqu'au lac Pflugerville, est endommagée. En octobre, la conduite est réparée et remise en service. Puis un marais planifié de stations de pompage coupe de nouveau l'alimentation. En novembre, de nouveaux dommages liés à l'incident initial sont identifiés.
Nouvelle interruption. Nouveau cycle de réparation. Et cette fois, le lac commence à baisser. En décembre, le pompage reprend et donne brièvement l'impression que la situation se stabilise. Puis, fin janvier 2026, une fuite importante est découverte près de la même zone de réparation. Nouveau shutdown. Nouvelle perte de temps. Nouvelle perte de marge. En février, la ville comprend que la trajectoire se dégrade et cherche à mettre en place une conduite provisoire de contournement. Mais au début de mars, les mesures du lac montrent que la baisse avance plus vite que les solutions temporaires. Le 4 mars, la municipalité saute directement au niveau 3. Usage intérieur uniquement. Déclaration de catastrophe. La mécanique du compte à rebours est lancée. Ce qui rend cette séquence si troublante, c'est qu'elle ressemble à un glissement de terrain technique. Non pas une seule grande rupture, spectaculaire et identifiable, mais une succession de micro-échecs qui se propagent en aval. Une première blessure, une réparation, une découverte secondaire, une remise en route partielle, une nouvelle fuite. Puis l'épuisement progressif du tampon. Dans un système géophysique, on parlerait d'une perte de stabilité progressive, d'un versant qui se déforme avant de rompre, d'une chambre magmatique qui se vidange par étapes, d'une calotte glaciaire qui franchit un seuil de non-retour. Ici, la matière n'est ni roche, ni magma, ni glace. C'est une infrastructure urbaine. Mais le principe est identique. Quand une structure a été conçue avec une marge trop fine, les perturbations s'additionnent jusqu'à transformer un incident local en risque systémique. Le plus dérangeant est peut-être le paradoxe central. Le projet censé protéger la ville est celui dont le chantier a endommagé l'unique artère dont elle dépendait encore. Autrement dit, la redondance est arrivée trop tard, et son arrivée elle-même a déclenché la défaillance du système non redondant. C'est un scénario que l'on retrouve souvent dans les crises techniques majeures. La modernisation d'un réseau ancien se heurte à sa propre vulnérabilité cachée. On intervient pour sécuriser. On découvre, parfois en frappant dessus, que l'ancien système ne tenait déjà plus qu'à une série de compromis. Une société en croissance construit sa deuxième jambe au moment exact où la première, jusque-là suffisante en apparence, révèle sa fragilité. Les documents municipaux antérieurs le montrent sans ambiguïté. Dès 2021, les responsables de Pflugerville parlent noir sur blanc d'ajouter de la redondance et de la résilience à l'approvisionnement en eau brute. Le contrat d'approvisionnement est élargi pour accompagner la croissance jusqu'en 2040. Les financements passent, les dizaines de millions de dollars sont engagés. En surface, la trajectoire est celle d'une ville prospère et prévoyante, l'une des plus dynamiques d'un des États les plus dynamiques du pays. Mais sous cette croissance se cache une vérité plus ancienne que toutes les brochures de développement. L'expansion démographique arrive souvent plus vite que la sécurisation physique des réseaux qui la rendent possible. On construit des lotissements, des écoles, des commerces, des routes. Puis, quelques années plus tard, on découvre que tout reposait encore sur un seul tuyau. Et c'est là que le récit bascule de l'incident local au symptôme national. Parce que l'histoire de Pflugerville n'est pas celle d'un lac vide, c'est celle d'un système dense, moderne, électrifié, interconnecté, qui peut continuer à donner l'illusion de la normalité jusqu'à quelques centimètres d'un seuil technique fatal. Les habitants voient un plan d'eau, les ingénieurs voient une cote d'exploitation. Les habitants entendent « restriction ». Les opérateurs lisent « perte de la capacité de soutirage ». Les habitants retiennent surtout le montant des amendes. Les techniciens, eux, regardent le différentiel entre la vitesse de baisse du lac et l'avancement d'une dérivation temporaire. Deux temporalités coexistent. Celle de la vie ordinaire, qui veut croire que le problème sera réparé avant d'être réellement grave, et celle du système, qui compte les jours, les débits, les niveaux et les mètres d'élévation. Dans toutes les grandes catastrophes naturelles, il existe un instant discret où l'événement est déjà en marche mais n'a pas encore été reconnu comme tel. Le sismographe enregistre les premiers signaux. Le volcan gonfle avant l'éruption. Le glacier accélère avant la rupture. Le fleuve monte avant la crue centennale. Ici, cet instant discret est administratif. Une page, une signature, une date et une phrase qui transforme la routine municipale en avertissement de niveau quasi existentiel. Le document ne dit pas seulement que la situation est grave. Il admet qu'il existe un décalage entre le moment où la prise d'eau cessera d'être opérable
et celui où les réparations et la nouvelle conduite pourraient être achevées. En d'autres termes, la ville reconnaît officiellement que la course entre le niveau du lac et le calendrier des travaux pourrait être perdue. Ce genre de formulation devrait faire frissonner n'importe quel hydrologue, n'importe quel ingénieur réseau, n'importe quel responsable de sécurité civile. Car une ville sans eau n'est pas une ville inconfortable. C'est une ville qui commence à perdre sa capacité de fonctionner comme organisme. Sans eau, les hôpitaux entrent en mode de crise. Les établissements de soins réduisent leur activité. Les écoles ferment ou basculent à distance. Les restaurants cessent d'opérer. Les règles d'hygiène deviennent impossibles à maintenir sur la durée. Les toilettes ne chassent plus. Les systèmes de refroidissement, de nettoyage, de stérilisation, de protection incendie, de préparation alimentaire, de soins de base entrent en tension. L'eau potable est l'un de ces éléments que la civilisation moderne traite comme un fond permanent, au même titre que la gravité ou l'air. Ce n'est que lorsque la pression risque de tomber que l'on redécouvre à quel point tout le reste était suspendu à ce flux invisible. Les échos de l'histoire commencent alors à résonner. Février 2021. Tempête hivernale Uri. Le Texas gèle. Le réseau électrique s'effondre par segments. Les usines de traitement perdent leur alimentation. Les conduites éclatent. Des millions de Texans subissent des perturbations d'eau. Des centaines de milliers se retrouvent dans des zones où les systèmes deviennent totalement non opérationnels. À Austin, voisine immédiate de Pflugerville, une immense usine de traitement perd le courant, la pression chute et un avis d'ébullition générale est émis. Ce n'était pas une sécheresse. Ce n'était pas un assèchement progressif du paysage. C'était un enchaînement d'infrastructures qui tombent les unes après les autres jusqu'à atteindre le robinet. 1 an et demi plus tard, à Jackson, Mississippi, une autre logique se manifeste. Après des années de fragilité chronique, la crue du Pearl River pousse l'usine Hobby Curtis au bord de l'échec, et environ 150 000 habitants perdent l'accès à une eau sûre. Là encore, le déclencheur change, mais la structure profonde reste la même. Peu de marge, peu de redondance, beaucoup de dépendance. Ce que ces précédents nous apprennent, c'est que les villes ne tombent pas seulement à cause d'un choc exceptionnel. Elles tombent quand un choc, même ponctuel, rencontre un système déjà tendu, déjà simplifié, déjà optimisé au point d'avoir sacrifié sa capacité d'absorber l'imprévu. C'est exactement ce que raconte Pflugerville. Une ville à forte croissance, un contrat d'eau accru, un projet de sécurisation en chantier, une conduite unique encore en service, un réservoir artificiel limité, une prise d'eau à élévation fixe, une série de réparations qui rallongent les délais. Et soudain, une métropole secondaire découvre que sa modernité entière dépend d'un seuil vertical mesuré en pieds. En ce moment même, pendant que les habitants remplissent des verres, lancent une lessive ou vérifient si l'arrosage automatique est bien coupé, le système derrière eux continue à compter. Chaque jour sans restauration complète de l'alimentation brute rapproche le niveau du lac de la côte à ne pas franchir. Chaque complication de chantier élargit le vide entre la courbe d'épuisement et la courbe de réparation. Chaque heure gagnée par les équipes techniques est une heure arrachée à la physique. C'est cela, le battement sourd au cœur de cette histoire. Non pas un fracas, mais un pendule. Niveau du lac contre délai des travaux. Demande urbaine contre capacité de transfert. Expansion démographique contre vulnérabilité héritée. Le type même de menace qui semble maîtrisable jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Et si cette histoire trouble autant, c'est parce qu'elle détruit une croyance très contemporaine, celle qu'une ville américaine de plus de 64 000 abonnés, au sein d'un corridor prospère, ne peut pas réellement se retrouver à 45 jours d'un arrêt sec simplement parce qu'un seul maillon a cédé. Pourtant, c'est exactement ce que dit la déclaration. Une ville entière ramenée, non pas à une abstraction de politique publique, mais à une altitude. À un point précis sur une échelle limnimétrique. À quelques pieds d'eau entre le fonctionnement et le silence hydraulique. Les grandes crises commencent souvent ainsi. Un chiffre, une cote, un rapport technique. Ignorés parce qu'ils paraissent trop petits pour porter une catastrophe. Puis le réel les rejoint. Les parallèles historiques ne servent pas seulement à dramatiser. Ils servent à mesurer la vitesse avec laquelle une société bascule quand l'eau cesse d'être une évidence. À Flint, le poison était invisible. À Jackson, la panne était annoncée depuis des années. Au Texas, pendant Uri,
La rupture fut brutale, presque instantanée, comme si l'infrastructure avait découvert en une nuit qu'elle n'était pas un rempart, mais une membrane. À chaque fois, le récit public a commencé par minimiser un incident, une complication, une perturbation temporaire. Puis les jours ont passé, et avec eux la fiction qu'un réseau hydrique en crise peut rester une simple ligne dans l'actualité locale. Ce que Pflugerville montre, c'est le même mécanisme à l'instant le plus tendu, celui où la ville n'est pas encore tombée, mais où elle peut déjà voir la forme exacte de sa chute. Imaginez maintenant ce compte à rebours du point de vue des habitants. Une infirmière rentre chez elle après une garde de 12 heures, dans un lotissement récent construit sur l'idée même de stabilité suburbane. Elle ouvre le téléphone. Alerte municipale. Restriction de niveau 3. Usage intérieur uniquement. Amende jusqu'à 2000 $. Sur le papier, cela paraît simple. Ne pas arroser, ne pas remplir la piscine, ne pas laver la voiture. Mais derrière l'obéissance immédiate se glisse une autre pensée, beaucoup plus lourde. Si la ville en arrive à interdire presque tout, c'est qu'elle regarde déjà quelque chose de pire. Le citoyen ordinaire ne pense pas en débit instantané, en code d'aspiration, en vulnérabilité monosource. Il pense en gestes. Est-ce que je peux prendre une douche, faire chauffer des pâtes, tirer la chasse, laver un nourrisson, faire tourner une machine de dialyse à domicile ? Et plus l'administration insiste pour dire que le service essentiel doit être préservé, plus chacun comprend que la marge ne concerne plus le confort, mais la survie du fonctionnement normal. Pour un pompier, la logique est encore plus brutale. Une bouche d'incendie n'est pas un symbole urbain, c'est une promesse de pression, c'est une réserve de minutes contre la combustion. Quand la déclaration mentionne explicitement la capacité à assurer les besoins de lutte contre l'incendie, elle ne cherche pas à ajouter une formule dramatique. Elle nomme l'un des points les plus terrifiants d'un système en train de perdre sa marge. Car une ville peut survivre quelques jours avec des restrictions sévères. Elle survit beaucoup moins bien à une combinaison d'incendies structurels, de pression instable et de réseaux affaiblis. Dans l'imaginaire moderne, l'eau du robinet et l'eau des hydrants appartiennent à deux mondes différents. Dans la réalité du réseau, elles font partie du même organisme. Quand l'un vacille, l'autre vacille avec lui. Pour les ingénieurs municipaux, la crise a une texture différente. Elle n'est pas abstraite, elle n'est pas médiatique, elle n'est pas idéologique. Elle est faite de tableaux de niveau, de courbes de baisse, de chronogrammes de chantier, de calculs de perte de charge, de communication téléphonique à l'aube, de décisions prises avec trop peu d'heures et trop peu de certitude. C'est l'un des angles morts du récit public sur les catastrophes. Au moment où les habitants découvrent l'urgence, des techniciens vivent déjà depuis des semaines, parfois des mois, dans la connaissance intime du risque. Ils savent ce que signifie un arrêt de pompage. Ils savent ce que représente une fuite retrouvée au même endroit qu'une réparation précédente. Ils savent que chaque rustine sur une conduite maîtresse est aussi un aveu. Non pas l'aveu d'incompétence, mais l'aveu qu'une infrastructure complexe peut glisser d'un état stable à un état transitoire sans que personne, en dehors du cercle technique, ne comprenne vraiment quand la frontière a été franchie. Et puis il y a le coût visible d'abord. Réparation d'urgence, conduite provisoire, activation de puits supplémentaires, achat accéléré, coordination avec des fournisseurs voisins, dérogation contractuelle, procédure d'approvisionnement sans appel d'offres concurrentiel, main-d'œuvre spécialisée, logistique de chantier sous pression calendaire. Mais ce coût-là n'est encore que la surface comptable de la crise. Le vrai coût commence quand la confiance du public se dégrade. Une ville prospère vend de la stabilité. Elle vend l'idée qu'en échange des taxes, des factures et des permis, les fonctions vitales seront là demain matin. Quand cette promesse se fissure, même provisoirement, tout le reste tremble derrière. La valeur immobilière, l'attractivité économique, le crédit politique des institutions locales, la perception du risque par les assureurs, la patience des habitants, la capacité des écoles et des entreprises à planifier. L'eau n'est pas seulement un service, c'est le socle silencieux de toutes les autres prévisions. Dans les heures qui suivent une telle déclaration, une économie locale entière commence à se recalculer en secret. Les restaurants évaluent s'ils pourront maintenir les normes sanitaires. Les crèches comptent les stocks et les protocoles. Les établissements médicaux revoient leurs plans de continuité. Les entreprises industrielles ou artisanales qui dépendent de lavage, de refroidissement ou de nettoyage modifient leur cadence. Les supermarchés voient monter les ventes d'eau conditionnée,
de jerrycans, de lingettes, de produits d'appoint. Les particuliers achètent plus qu'ils ne devraient, parce que la peur transforme chaque rayon en prédiction. Ce que l'on appelle souvent panique est en réalité une forme d'hydrologie sociale. Les comportements changent avant même que les robinets ne cessent de couler, parce qu'un système humain réagit à la possibilité du manque presque aussi fortement qu'au manque lui-même. Le plus sombre pourtant reste le futur immédiat, car l'histoire de Pflugerville ne parle pas seulement de ce qui s'est produit entre septembre 2025 et mars 2026. Elle parle de ce qui peut se reproduire demain, ailleurs, selon la même architecture de vulnérabilité. Une ville en expansion rapide. Un réseau pensé pour une population plus petite. Une dépendance à un seul corridor hydraulique. Une redondance planifiée mais non encore achevée. Une confiance excessive dans le fait que la transition se fera sans incident majeur. Puis survient un événement qui, pris isolément, n'aurait pas dû approcher la catastrophe. Une erreur d'excavation, une pièce enfouie, une structure inattendue, un dommage localisé. Mais dans un système tendu, l'événement mineur n'existe plus. Il devient le point d'entrée d'une crise à propagation lente. Et si le prochain choc n'était pas un accident de chantier ? C'est là que l'avertissement prend toute sa dimension. Le corridor central du Texas a déjà connu le gel extrême, les coupures électriques, les ruptures de conduite, les effondrements de pression, les avis d'ébullition massifs. Il connaîtra encore des épisodes météorologiques intenses. La climatologie moderne ne retire pas les vieux risques, elle les superpose. Sécheresse plus longue, pluie plus brutale, crue éclair plus violente, stress thermique sur les équipements, sol qui bouge, énergie plus vulnérable aux extrêmes, demande urbaine qui grimpe à mesure que les populations affluent. Dans un tel contexte, un système à faible redondance n'est pas seulement fragile, il devient probabiliste. Ce n'est plus la question de savoir si une combinaison défavorable d'aléas et de faiblesses structurelles surviendra, c'est la question du moment où elle surviendra, et de l'état exact du réseau lorsqu'elle frappera. Les ingénieurs des catastrophes parlent parfois de défaillance en cascade. Le public imagine une explosion en chaîne, un grand fracas, des images spectaculaires. En réalité, la cascade commence souvent dans l'ombre. Une pompe hors service, une alimentation de secours insuffisante, une conduite unique, une vanne difficile d'accès, une réparation reportée, un financement fractionné, un chantier qui prend du retard, une ville qui continue de croître, puis un choc. Et tout ce qui paraissait séparé se met à communiquer. Énergie, eau brute, traitement, distribution, sécurité incendie, santé publique, logistique commerciale. Le système urbain se révèle alors pour ce qu'il a toujours été. Non pas un ensemble de services indépendants, mais une seule machine dont les organes principaux se soutiennent mutuellement jusqu'au jour où ils se déséquilibrent ensemble. C'est pourquoi l'histoire de Pflugerville dépasse très largement ses limites municipales. Elle pose une question que des centaines, peut-être des milliers de collectivités devraient entendre comme un avertissement. Combien de villes vivent encore avec une redondance théorique plutôt que réelle ? Combien de réseaux ont été dimensionnés pour un autre siècle démographique ? Combien de réservoirs sont observés comme des volumes rassurants alors que le vrai risque se joue à la cote de prise d'eau ? Combien d'élus savent que la ressource régionale peut être abondante et que, malgré cela, une ville entière peut se retrouver au bord de l'arrêt parce que le lien physique entre la ressource et le robinet repose sur un seul point de faiblesse ? Il y a, dans cette histoire, une ironie presque géologique. Nous vivons à une époque capable de cartographier des exoplanètes, de surveiller en temps réel les panaches volcaniques, de modéliser les contraintes tectoniques sur des plaques de milliers de kilomètres, mais nos villes restent parfois suspendues à un tuyau de 30 pouces, à une seule station de pompage, à une seule cote d'aspiration dans un réservoir de 180 acres. Toute la sophistication de la civilisation au-dessus, toute sa vulnérabilité en dessous. C'est cela qui rend les crises hydriques modernes si profondément inquiétantes. Elles ne sont pas primitives, elles sont postmodernes. Elles naissent au cœur des systèmes avancés, là où l'optimisation a comprimé les marges, où la croissance a devancé la duplication des secours, où l'on a supposé que l'infrastructure tiendrait encore juste assez longtemps pour que la version plus sûre arrive avant la panne. Et alors revient le pendule. Le niveau du lac contre l'élévation de la prise d'eau. Le calendrier des équipes contre la date du 18 avril 2026. La confiance publique contre la réalité mécanique.
L'illusion d'un incident local contre la vérité d'une ville suspendue à quelques semaines de réserve opérable. Plus la date approche, plus le temps change de densité. Chaque jour ne plus seulement 24 heures. Il devient une quantité hydraulique, une distance verticale, une pression conservée ou perdue, un morceau de ville sauvé ou exposé. L'appel à l'action, dans une histoire comme celle-ci, n'est pas un slogan. C'est une exigence de lucidité. Les habitants doivent comprendre que l'eau n'est pas seulement un service consommé, mais un système physique qu'il faut financer, surveiller, tester, dupliquer et protéger avant la panne. Les décideurs doivent cesser de considérer la redondance comme un luxe budgétaire reportable. La résilience coûte cher avant la crise, elle coûte infiniment plus pendant et après. Les collectivités doivent publier, expliquer et mettre à jour les vraies cartes de dépendance. Sources, conduite maîtresse, alimentation électrique, prise d'eau, seuil d'exploitation, scénario de perte de pression. Les médias doivent apprendre à lire une déclaration technique autrement que comme une formalité administrative. Et le public doit exiger non pas seulement des réparations visibles, mais des marges invisibles. Des secours, des doublons, des interconnexions, des plans qui survivent au premier choc au lieu de s'effondrer avec lui. Parce qu'au fond, le document signé le 4 mars 2026 n'était pas qu'un texte de droit local. C'était une radiographie. Une image nette d'une ville soudain forcée d'admettre ce qui d'ordinaire reste enterré. La dépendance absolue d'une population entière à quelques structures fixes, quelques côtes, quelques pompes, quelques décisions prises parfois des années plus tôt. Une seule page, une seule signature, une seule date. Et dans cette page, toute la fragilité d'une civilisation qui croit vivre au-dessus des contraintes matérielles, alors qu'elle repose toujours sur elle, minute après minute, litre après litre. Le lac n'a pas besoin d'être vide pour condamner la ville, il suffit qu'il passe sous la mauvaise ligne. Voilà la vérité la plus glaçante de cette affaire. Pas l'image d'un désert, pas l'idée spectaculaire d'un barrage rompu. Juste un seuil. Un seuil technique, froid, mesurable, indifférent au discours, indifférent aux promesses, indifférent à la croissance, indifférent même à l'idée que quelqu'un va forcément arranger ça à temps. L'eau coule jusqu'au moment où elle ne peut plus être prise. Et quand ce moment arrive, une ville entière découvre combien la normalité tenait à peu. Alors retenez bien ce nom, retenez surtout ce mécanisme. Car aujourd'hui, c'est Pflugerville. Demain, ce sera peut-être une autre banlieue prospère, un autre réservoir discret, une autre conduite unique, une autre déclaration que presque personne ne lira. En ce moment même, dans des centaines de systèmes urbains, des ingénieurs regardent des tableaux de bord que le public ne voit jamais. Ils savent où sont les points de rupture. Ils savent quelles marges ont disparu. Ils savent quels projets de redondance arrivent trop lentement. Ce que cette histoire nous demande, ce n'est pas d'avoir peur de l'eau. C'est d'avoir peur de l'instant où une société cesse de respecter sa propre dépendance à l'eau. Le compte à rebours, lui, ne débat pas. Il avance. Et quand une ville commence à mesurer son avenir non plus en années de croissance, mais en jours au-dessus d'une prise d'eau, cela signifie qu'elle a déjà pénétré dans la zone où les catastrophes changent de nom. Elle ne s'appelle plus sécheresse, panne ou retard de chantier. Elle s'appelle basculement.